Un jet de jus d'orange éclabousse la jupe d'Élodie Moreau, et le rire moqueur du steward Antoine Dubois résonne dans la cabine de première classe du vol 1157 de la compagnie aérienne Étoile d'Azur, reliant Paris à Los Angeles. Ce n'est pas un simple accident, mais une humiliation calculée, un geste empreint d'une arrogance subtile que seule une observatrice aguerrie comme Élodie peut déceler. À 34 ans, Élodie, première femme d'origine maghrébine à occuper le poste de PDG de cette prestigieuse compagnie aérienne française, n'est pas une passagère ordinaire. Sous le pseudonyme d'Élodie Martin, elle s'est glissée incognito parmi les voyageurs de première classe pour une mission secrète. Évaluer de ses propres yeux la réalité du service client, dont les scores de satisfaction sont en chute libre et les plaintes pour discrimination s'accumulent comme des nuages avant l'orage. Ce moment où le jus d'orange trempe son jean et où le sourire narquois d'Antoine trahit son mépris n'est pas seulement une offense personnelle. C'est le point de départ d'une révolution, un catalyseur qui transformera une goutte de liquide en un torrent de changement pour Étoile d'Azur. Ce vol, censé être une routine banale, devient pour Élodie le théâtre d'une vérité qu'elle a juré de confronter. Et cette histoire, mesdames et messieurs, est celle d'une femme déterminée à faire tomber les masques d'un système gangréné par l'injustice. Tout commence dans une suite élégante d'un hôtel parisien du 8e arrondissement, où Élodie vérifie une dernière fois son reflet dans un miroir orné de dorures. Exit le tailleur Chanel, les escarpins Louboutin et les boucles d'oreilles en or qui ornent habituellement sa silhouette élancée de 1,75 m. Ce matin, elle a troqué son armure de PDG contre une tenue volontairement banale. Un jean slim bleu foncé, un chemisier bleu marine en soie discrète et un maquillage minimaliste qui adoucit ses traits. Ses cheveux, d'ordinaire lissés, avec une précision chirurgicale pour les réunions du conseil d'administration, laissent place à leurs boucles naturelles, cascadant autour de son visage comme une auréole de liberté. Cette métamorphose n'est pas un caprice, mais une stratégie. À peine 3 mois après sa nomination historique comme PDG d'Étoile d'Azur, Élodie a fait les gros titres des journaux économiques français, de Les Échos à Le Figaro, saluée comme une pionnière, mais aussi critiquée par ceux qui murmurent qu'une femme, jeune et d'origine maghrébine, ne peut comprendre les valeurs traditionnelles d'une institution aussi établie. Les défis se sont accumulés dès son arrivée. Des plaintes croissantes de clients dénonçant un traitement discriminatoire, des scores de satisfaction en chute libre et une culture d'entreprise où les problèmes sont balayés sous le tapis comme des miettes après un dîner mondain. Élodie sait que les chiffres sur les rapports ne suffisent pas. Pour comprendre, elle doit voir, sentir, vivre l'expérience des passagers. C'est pourquoi elle se tient là, dans cette chambre d'hôtel, prête à embarquer incognito sur le vol 1147. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demande Amélie Dupont, son assistante personnelle, une femme menue d'une trentaine d'années dont l'efficacité n'a d'égal que sa loyauté. Elle tend à Élodie un sac de voyage ordinaire, loin des valises monogrammées Hermès qui accompagnent habituellement la PDG. Le conseil d'administration pourrait trouver cela peu conventionnel. Une PDG qui joue les espionnes? Élodie range son miroir compact dans le sac et esquisse un sourire, ses yeux sombres brillant d'une détermination tranquille. « Amélie, on m'a engagée pour résoudre des problèmes. Comment puis-je les résoudre si je ne les vois pas de mes propres yeux? Les plaintes, les chiffres, ce ne sont que des ombres. Je veux la vérité. » Sa voix porte l'assurance acquise à l'école des ponts et chaussées, où elle a excellé parmi les meilleurs, et dans les salles de réunion des multinationales où elle a gravi les échelons à une vitesse qui a fait jaser. Amélie hoche la tête, bien que l'inquiétude persiste dans son regard. « Votre billet est dans le sac. Première classe, siège 3A. Retour demain après-midi. L'hôtel est réservé sous le nom d'Élodie Martin, et la réunion exécutive est fixée à 10 heures demain matin à Paris. » Élodie acquiesce, mais son esprit s'égare vers un souvenir plus ancien, un moment gravé dans son cœur comme une fresque dans une cathédrale. Elle avait 10 ans, debout devant les grandes baies vitrées de l'aéroport d'Orly, hypnotisée par les avions qui percèrent les nuages. Son père, Hassan Moreau, un homme au sourire généreux et à la voix grave, avait posé une main sur son épaule.
Un jour, ma chérie, tu seras là-haut, à gérer tout ça, avait-il dit, sa fierté palpable. Élodie, avec l'audace d'une enfant, avait corrigé. Pas piloter, papa, diriger la compagnie entière. Hassan avait ri, un rire profond qui résonne encore dans les souvenirs d'Élodie. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce rêve se réaliser, emporté par une maladie foudroyante pendant sa 2e année à l'école de commerce. Mais aujourd'hui, alors qu'elle monte dans une berline noire discrète en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, Élodie sent sa présence, un souffle d'encouragement qui la pousse à avancer. Si quelqu'un demande où je suis, dites que je suis en réunion stratégique à huis clos, lance-t-elle à Amélie avant de fermer la portière. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Amélie esquisse un sourire inquiet. Soyez prudente, Élodie. Vous avez déjà des ennemis puissants. Élodie hoche la tête, sa mâchoire se crispant légèrement. Raison de plus pour leur prouver qu'ils ont tort. À l'aéroport, Élodie, alias Élodie Martin, traverse le terminal avec une vigilance de faucon. Au comptoir d'enregistrement premium, elle remarque immédiatement la différence de traitement. L'agent, une femme aux lèvres peintes d'un rouge éclatant, lui adresse un sourire crispé, presque mécanique, tandis qu'elle offre à un homme d'affaires blanc, vêtu d'un costume 3 pièces, une salutation chaleureuse, accompagnée de recommandations pour le salon exécutif. Élodie note cette subtilité dans un coin de son esprit, comme une ligne dans un carnet d'invisibles. À la sécurité, son passeport est examiné avec une méfiance prolongée, l'agent TSA posant des questions inutiles sur sa présence dans la file prioritaire, malgré son billet clairement marqué. Les autres passagers, majoritairement blancs, passent avec une efficacité cordiale. Ces micro-agressions ne sont pas nouvelles pour Élodie. Ce qui est nouveau, c'est le pouvoir qu'elle détient désormais pour y mettre fin. Elle avance vers la porte d'embarquement, tirant son sac à roulettes, observant chaque interaction avec une précision d'horloger. À la porte, l'embarquement pour le vol 1157 a commencé. Élodie se joint à la file de première classe, son billet à la main. L'agent d'embarquement, un homme d'une 40aine d'années, hausse un sourcil presque imperceptible en scannant son billet. « Bon voyage, mademoiselle Martin, » dit-il, son ton courtois mais dépourvu de chaleur. Élodie descend la passerelle, le murmure de son père résonnant dans son esprit. « Montre-leur qui tu es, ma chérie, pas seulement ce que tu parais être. » En entrant dans l'avion, un Boeing 787 Dreamliner, elle prend une profonde inspiration. Le vrai test commence maintenant. Antoine Dubois, steward senior avec 15 ans d'expérience chez Étoile d'Azur, règne sur la première classe comme un maestro sur son orchestre. À 40 ans, ses cheveux poivre et sel et son sourire travaillé lui confèrent un charme qu'il déploie avec une précision sélective. Alors que les 16 passagers de première classe s'installent, Antoine effectue son évaluation habituelle. Le couple de retraités en 1A et 1B, des habitués, amateurs de champagne. L'homme d'affaires en 2C, casque anti-bruit, préférant un whisky et peu de conversation. Puis son regard s'arrête sur Élodie, en 3A. Quelque chose en elle le dérange. Ses vêtements sont élégants, mais pas de marque ostentatoire. Pas de bijoux voyants, des cheveux bouclés au lieu des chignons lisses qui l'associent à la première classe. Elle feuillette des documents avec une concentration intense, indifférente à son regard scrutateur. « Bienvenue à bord, madame, » dit-il, son ton nettement plus froid que les salutations chaleureuses offertes aux rangées précédentes. Élodie lève les yeux, offrant un sourire poli. « Merci. » Aucun autre échange n'a lieu, Antoine passant rapidement à un couple de quadragénaires blancs en 1B, avec qui il s'attarde, partageant des commentaires complices sur la sélection de vins du jour. Élodie observe, notant chaque détail. Elle voit Antoine adapter son comportement comme un caméléon, déférent avec un homme d'affaires grisonnant en 4B, professionnel mais distant avec une jeune médecin sud-asiatique en 2A et à peine patient avec M. Lévy, un homme âgé d'origine caribéenne en 5C. Lorsque le service de boisson avant le décollage commence, Antoine sert le couple en 1B, un certain Philippe Beaumont et sa femme, avec un plateau en lin orné de noix chaudes dans un plat en porcelaine. Élodie reconnaît Philippe comme le directeur du service client d'Étoile d'Azur, un homme qu'elle n'a pas encore rencontré mais dont le dossier mentionne une influence considérable. Antoine s'incline presque devant lui, plaisantant sur leur partie de golf commune.
Lorsqu'il atteint Élodie, il dépose un gobelet en plastique de jus d'orange sur son accoudoir avec un regard fuyant. « Jus d'orange », marmonne-t-il avant de passer. Élodie note cette disparité, son esprit enregistrant chaque écart comme une pièce d'un puzzle plus vaste. Au milieu du repas, Élodie appuie sur le bouton d'appel pour demander de l'eau. 5 minutes passent, puis 10. Elle appuie à nouveau. Enfin, Antoine apparaît, son visage trahissant une irritation mal dissimulée. « Oui ?» demande-t-il, comme si elle l'interrompait dans une tâche cruciale. « De l'eau, s'il vous plaît » répond Élodie, sa voix calme mais ferme. « Bien sûr » rétorque-t-il, son ton sec. Il revient après 10 minutes avec un petit gobelet en plastique qu'il pose rapidement avant de se détourner. Ce faisant, son bras heurte le jus d'orange d'Élodie, renversant le contenu sur sa jupe. Le liquide froid imbibe immédiatement le tissu, coulant jusqu'à ses chaussures. Élodie sursaute, plus de surprise que d'inconfort. « Oh !» s'exclame Antoine, mais son ton sonne faux, un mélange d'amusement et de fausse consternation. « Je suis vraiment désolé. » Mais il ne l'est pas. Élodie, experte en lecture des micro-expressions après des années dans des négociations tendues, perçoit le léger retroussement de ses lèvres, le scintillement de satisfaction dans ses yeux. Il lui tend un unique mouchoir en papier. « Tenez !» Un mouchoir pour un demi-verre de jus d'orange. De l'autre côté de l'allée, Philippe Beaumont renverse quelques gouttes de vin sur sa manche. Antoine est déjà là, armé de soda et de plusieurs serviettes, s'empressant de nettoyer avec une sollicitude exagérée. « Laissez-moi m'en occuper, monsieur Beaumont. On ne voudrait pas que cela tâche. » La différence est si flagrante qu'elle en deviendrait presque comique, si elle n'était pas si insultante. Élodie essuie sa jupe du mieux qu'elle peut, quand un léger ricanement lui parvient. Antoine, pensant être hors de vue, partage un regard complice avec Philippe, un sourire narquois aux lèvres. Le message est clair. Cette femme n'a pas sa place ici. Élodie sent une vieille blessure se rouvrir, un souvenir de sa première réunion exécutive dans une entreprise précédente, où, seule femme maghrébine dans la salle, elle avait renversé du café sur son tailleur après un accident similaire. Le rire des hommes autour de la table l'avait poursuivie pendant des années, mais aujourd'hui, elle n'est plus une jeune diplômée. Elle est la PDG, et elle a le pouvoir de changer les choses. Discrètement, Élodie sort son téléphone et commence à noter chaque incident, horodatant ses observations. Elle décide de maintenir son anonymat pour voir jusqu'où va cette culture toxique. Dans les toilettes de l'avion, elle tente de nettoyer sa jupe avec des serviettes humides, son esprit calculant comme un joueur d'échecs. Un coup léger à la porte l'interrompt. « Mademoiselle Martin ?» appelle une voix douce. « Je vous ai apporté du soda et des serviettes. Ça pourrait aider avec la tâche. » Élodie ouvre la porte et découvre Camille Lefebvre, une jeune hôtesse d'à peine 25 ans, aux yeux bruns chaleureux et à l'uniforme impeccablement repassé. « Merci », dit Élodie, touchée par ce geste inattendu. Camille jette un coup d'œil nerveux dans l'allée avant de murmurer. Ce qu'Antoine a fait n'était pas un accident. Il fait ça à certains passagers, ceux qu'il juge ne pas mériter la première classe. Élodie hausse un sourcil, l'invitant à continuer. Camille, hésitante, révèle une vérité amère. « J'ai essayé de signaler des comportements comme celui-ci, mais on me dit de me taire. Les plaintes disparaissent, surtout quand elles concernent Antoine. Il est proche de monsieur Beaumont, ils jouent au golf ensemble. » Élodie écoute attentivement, reconnaissant en Camille une alliée précieuse. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demande-t-elle. Camille redresse les épaules, son regard durci par une détermination tranquille. « Parce que c'est mal, et parce que je suis fatigué d'être complice d'un système qui tolère ça. » De retour à son siège, Élodie observe la cabine avec une acuité renouvelée. Philippe Beaumont, en 1B, tient une cour improvisée, discutant bruyamment des projections trimestrielles de la compagnie. « Le problème, déclare-t-il avec l'assurance d'un homme rarement contredit, c'est qu'on essaie de plaire à trop de monde. Nos clients premium sont notre priorité. Les autres ne font que remplir les sièges. » Son regard glisse dédaigneusement vers Élodie et M. Lévy comme s'ils étaient des intrus. Un autre passager, un homme aux cheveux argentés en costume coûteux, acquiesce.
L'exclusivité, c'est ce pourquoi nous payons, Philippe. La première classe doit rester la première classe. Antoine, apportant des boissons fraîches, se joint à la conversation. Vous n'imaginez pas ce que certains attendent? La semaine dernière, une femme a joué la carte de la discrimination parce que j'ai servi un autre passager avant elle. Élodie, impassible, note chaque mot, son dégoût grandissant face à cette désinvolture raciste. Soudain, une voix féminine interrompt depuis la rangée 4B. Vous devriez être plus discret, messieurs. C'est Madame Claire Dubois, une femme d'une soixantaine d'années, élégante dans un tailleur gris perle, ses cheveux blonds impeccablement coiffés. Élodie reconnaît immédiatement son nom. Claire est membre du conseil d'administration et, comme elle l'apprend en surprenant une conversation, la mère d'Antoine. Sans savoir qu'Élodie est la PDG, Claire laisse échapper une remarque cinglante à un autre passager. Cette nouvelle PDG, Élodie Moreau, elle ne comprend pas nos valeurs. Elle veut imposer des formations de sensibilité culturelle, comme si nous avions besoin de ça. Élodie, immobile, envoie un message sécurisé à Amélie. Demande les dossiers complets sur Antoine Dubois, Philippe Beaumont et Claire Dubois. Plainte, évaluation, connexions internes, urgent. La réponse arrive rapidement. En cours. Tout sera prêt à votre arrivée. 3 heures plus tard, Élodie surprend une autre conversation près de la cuisine. Elle doit utiliser un billet de courtoisie, murmure Antoine à une collègue. Pas possible qu'elle ait payé pour la première classe. La collègue se plaint. Le type en 5C demande sans cesse des coussins supplémentaires, comme si c'était un hôtel. Antoine ricane. Voilà ce qui arrive quand on laisse n'importe qui en première classe. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Élodie ajoute ses commentaires à sa liste, son indignation se transformant en un plan d'action. Elle pense à son père, à sa promesse de changer le jeu. « Regarde-moi, papa », murmure-t-elle en regardant les nuages par le hublot. « Je vais tout bouleverser. » Oh, ça, c'est mes... À l'approche de l'atterrissage à Los Angeles, Antoine effectue ses dernières vérifications, son masque de professionnalisme glissant à nouveau lorsqu'il atteint la rangée d'Élodie. « Excusez-moi, » dit-elle, l'arrêtant. « Puis-je avoir de l'eau avant l'atterrissage ?» Antoine esquisse un sourire crispé. Le service de boisson est terminé. Pourtant, quelques instants plus tard, il apporte une bouteille d'eau à Philippe Beaumont sans qu'on le lui demande, plaisantant avec lui. En se retournant, il croise le regard d'Élodie, et quelque chose dans son calme inébranlable semble le déstabiliser. Il revient avec une bouteille d'eau qu'il tend avec une sollicitude exagérée, mais en la posant, il incline délibérément la bouteille, versant de l'eau sur la jupe déjà tachée d'Élodie. « Oh non, encore !» s'exclame-t-il, son ton si faussement désolé qu'il en est presque théâtral. Élodie, maîtrisant sa colère, le fixe. Maladroit, vraiment? Cela semble très sélectif, monsieur Dubois. Antoine se fige, troublé par l'usage de son nom de famille, absent de son badge. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » répond-il, son sourire de façade intact. « Mais je m'excuse pour cet accident. » Élodie soutient son regard. « Je suis sûr que vous le pensez. » L'avion atterrit à l'AX avec un léger soubresaut. Élodie reste assise, continuant de noter ses observations. Elle sent un regard sur elle et lève les yeux pour croiser ceux de M. Lévy, qui se tient dans l'allée. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix empreinte d'une gravité paisible. « J'ai remarqué que ce vol n'a pas été de tout repos pour vous. » Proche de la septantaine, il porte un costume bien taillé, ses manchettes ornées de boutons en or discret. Élodie sourit légèrement. « J'ai connu mieux. » Il hoche la tête. « Walter Lévy, » se présente-t-il tendant la main. Élodie la serre. Élodie. Elle se reprend, mais trop tard. Les yeux de Lévy s'écarquillent légèrement. Élodie Moreau? La nouvelle PDG d'Étoile d'Azur? Élodie sent une pointe de panique. Sa couverture est compromise. « Vous faites erreur, » tente-t-elle. Lévy sourit, ses yeux plissés de malice. « Je ne crois pas. Je suis actionnaire et membre du conseil. J'ai voté pour votre nomination. » Élodie, surprise, reconnaît enfin son nom.
Elle n'avait pas fait le lien avec la photo dépassée de son dossier. Moins inattendu que de trouver notre PDG en mission secrète en première classe, ajoute Lévy avec un sourire. Mais après ce vol, je comprends pourquoi. Alors que les passagers commencent à descendre, Antoine passe une dernière fois, s'arrêtant en voyant Élodie et Lévy en conversation. « Tout va bien ici ?» demande-t-il, son ton impatient. « Parfaitement », répond Lévy, glacial. Antoine, sentant une tension indéfinissable, s'éloigne avec un dernier commentaire mesquin. « J'espère que vous sécherez vite, mademoiselle Martin. » Élodie et Lévy échangent un regard. « Ça a été comme ça tout le vol ?» demande-t-il. « Pire, » répond-elle. Ils marchent ensemble vers la sortie, discutant à voix basse. « J'ai rejoint le conseil après un scandale de discrimination il y a 15 ans, » explique Lévy. « J'ai poussé pour des changements, mais c'est comme déplacer une montagne. » Élodie hoche la tête. « C'est pour ça que je suis ici. Les données montrent des problèmes, mais je devais les voir de mes propres yeux. » Lévy approuve. Audacieux. Une gestion à l'ancienne, mais à 35 000 pieds. Il s'arrête, son ton devenant grave. « Vous êtes entrée dans un nid de guêpes, Madame Moreau. Certains, comme Philippe Beaumont, ne veulent pas d'une femme comme vous à la tête de l'entreprise. » Élodie acquiesce, son esprit déjà tourné vers la réunion du lendemain. « Merci de m'avoir prévenu. » Lévy lui tend une carte de visite. « Mon numéro privé. Appelez-moi ce soir, j'ai des informations utiles. » À la sortie, Élodie trouve son chauffeur tenant une pancarte discrète au nom de « E. Martin ». Dans la voiture, elle sent une résolution nouvelle l'envahir. Ce qui a commencé comme une mission d'observation est devenu une croisade pour l'âme d'Étoile d'Azur. Elle appelle Amélie. Changement de plan. Ce soir, nous montons un QG de guerre. La réunion de demain ne sera pas seulement une confrontation. Ce sera le début d'une transformation. Élodie, trempée mais déterminée, sait que le jus d'orange n'était que le prélude à une tempête qu'elle est prête à déclencher. Le soleil matinal inonde la salle de réunion du siège d'Étoile d'Azur, nichée dans un immeuble de verre élégant du quartier de la Défense à Paris. Élodie Moreau franchit le seuil, vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, ses boucles soigneusement tirées en un chignon sophistiqué qui accentue la détermination dans ses yeux sombres. Chaque pas résonne comme une déclaration d'autorité, un contraste saisissant avec la passagère anonyme trempée de jus d'orange de la veille. La salle, ornée de baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits parisiens et les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle au loin, est un théâtre de pouvoir où se joue l'avenir de la compagnie. Autour de la table en acajou, une quinzaine de cadres supérieurs murmurent, leurs regards oscillant entre curiosité et méfiance. Au bout de la table, Philippe Beaumont, directeur du service client, domine la scène dans un costume sur mesure, son assurance presque palpable. À ses côtés, Antoine Dubois, le steward qui a humilié Élodie sur le vol 1157, semble mal à l'aise dans cet environnement exécutif, mais fier d'être invité à donner une perspective de terrain. L'entrée d'Élodie fait taire les murmures, comme une bourrasque éteignant une flamme vacillante. Elle est prête à transformer l'humiliation d'un vol en un moment de vérité pour Étoile d'Azur, à démasquer une culture toxique et à imposer sa vision. Cette réunion n'est pas une simple discussion stratégique, c'est une bataille pour l'âme de la compagnie, et Élodie, avec son calme olympien et ses preuves accablantes, est armée pour l'emporter. Philippe Beaumont, 55 ans, arbore une arrogance forgée par des décennies de pouvoir incontesté. Il s'adresse à la salle avec la confiance d'un homme habitué à ne jamais être contredit. Comme je le disais, nos métriques de satisfaction client doivent être contextualisées. Nos passagers premium, ceux qui comptent vraiment, sont ravis, n'est-ce pas, Antoine? Antoine, 40 ans, redresse son nœud de cravate, un sourire nerveux aux lèvres. Absolument. Nos habitués en première classe apprécient notre service. Les plaintes viennent souvent de, disons, des passagers avec des attentes irréalistes. Il choisit ses mots avec soin, mais le sous-entendu est clair. Philippe enchaîne avec aisance. Ils veulent un service 5 étoiles avec un budget de brasserie. Quelques rires fusent parmi les cadres, bien que certains, comme Walter Lévy, actionnaire et membre du conseil rencontré par Élodie sur le vol, restent impassibles, leurs regards fixés sur la porte.
Élodie, depuis le seuil, observe ce spectacle avec une froideur calculée. Puis, d'une voix claire et autoritaire, elle interrompt. En fait, votre PDG a trouvé ses marques, Monsieur Beaumont. La salle se fige, tous les yeux se tournant vers elle. Le contraste est saisissant. La passagère discrète en jean trempé de jus d'orange a cédé la place à une femme dont chaque détail, du tailleur impeccablement ajusté à la posture assurée, proclame son autorité. Madame Moreau, commence Philippe, récupérant rapidement son sourire de façade. Nous ne vous attendions pas à Paris. Vous auriez dû nous prévenir, nous aurions organisé votre transport depuis l'aéroport. Élodie s'avance jusqu'à l'autre extrémité de la table, son regard perçant ne quittant pas Philippe. J'ai mes propres arrangements, merci. Poursuivez votre présentation, je suis très intéressé par votre vision du service client. Philippe, légèrement déstabilisé, mais trop orgueilleux pour le montrer, reprend. Comme je l'expliquais, nous devons recentrer notre service premium sur les passagers qui en comprennent la valeur. Nos voyageurs fréquents, nos clients d'affaires, ceux qui apprécient l'exclusivité. Élodie incline la tête, son ton faussement curieux. Et qui sont ces passagers, exactement? Philippe, encouragé par l'attention, répond avec aplomb. Nos habitués, les voyageurs d'affaires, ceux qui savent ce que signifie voler en première classe. Antoine excelle à leur offrir ce niveau de service. C'est pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. Antoine flatté, bombe le torse. Merci Philippe, il s'agit de reconnaître nos vrais clients. Élodie hoche la tête, son regard se posant sur Antoine. Intéressant. Donc, Antoine, diriez-vous que vous offrez un service équitable à tous les passagers de première classe ou faites-vous une distinction selon certains critères? Antoine, pris au dépourvu par la précision de la question, hésite. Eh bien, les habitués reçoivent une attention particulière. Ils l'ont méritée par leur fidélité. Élodie insiste, son ton toujours calme mais acéré. Et comment identifiez-vous ces habitués? Leur statut de voyageur fréquent ou autre chose? Antoine, de plus en plus mal à l'aise, bredouille. On développe un instinct dans ce métier. On sait qui appartient à la première classe. Le mot « appartient » fait tressaillir plusieurs cadres, un silence inconfortable envahissant la salle. Élodie tapote son tablette et l'écran mural s'allume, révélant une vidéo de surveillance du vol 1157. Les images montrent Antoine accueillant chaleureusement les passagers blancs, offrant des plaisanteries et des attentions particulières, tandis qu'il adresse à peine un regard à Élodie et à Monsieur Lévy, l'homme âgé d'origine caribéenne en 5C. Puis vient le moment fatidique. Antoine renversant, accidentellement, du jus d'orange sur Élodie, son sourire narquois capturé par la caméra. Voici le vol 1157, Paris-Los Angeles, hier, explique Élodie, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Remarquez-vous un schéma dans ces interactions? La salle devient silencieuse, les cadres observant les images avec un malaise grandissant. Antoine blêmit, comprenant soudain qu'Élodie était la passagère qui l'a humilié. « Madame Moreau, je peux expliquer ?» commence-t-il, sa voix tremblante. Élodie l'interrompt, son ton déceptivement doux. « Expliquez, je vous en prie. Expliquez pourquoi vous avez renversé des boissons sur moi à 2 reprises. Expliquez pourquoi vous avez ignoré les demandes des passagers de couleur tout en offrant un service irréprochable à d'autres. Expliquez pourquoi vous vous êtes permis de plaisanter sur mon compte avec vos collègues. » Antoine ouvre et ferme la bouche, incapable de formuler une réponse cohérente. Élodie passe à un tableau sur l'écran. Voici 18 plaintes déposées contre Monsieur Dubois au cours de ses 15 ans de carrière, toutes de passagers de couleur, toutes classées sans suite. Et ici, elle met en évidence une colonne, le nom de l'officier chargé d'examiner ces plaintes. Philippe Beaumont. Tous les regards se tournent vers Philippe, dont le visage s'empourpre. « C'est absurde !» s'exclame-t-il, se levant d'un bond. « Vous sélectionnez des incidents isolés pour créer un problème là où il n'y en a pas ?» Élodie reste impassible. « Vraiment ?» Elle affiche un autre graphique. Voici les données des entretiens de départ des 5 dernières années. 83% des hôtesses et stewards de couleur citent un environnement de travail hostile comme raison principale de leur départ contre 12% des employés blancs.
Ce n'est pas un incident isolé, Monsieur Beaumont, c'est un problème systémique. À cet instant, la porte s'ouvre et Camille Lefebvre, la jeune hôtesse du vol, entre, visiblement nerveuse mais déterminée. Élodie l'avait invitée ce matin, reconnaissant son courage à dénoncer les abus. Ce n'est pas seulement Antoine, commence Camille, sa voix tremblante mais gagnant en assurance. C'est une culture tolérée à tous les niveaux. Ceux qui dénoncent sont mis à l'écart ou poussés à partir. Ceux qui se taisent sont promus. Un autre allié inattendu se lève. Julien Martin, un ingénieur aéronautique discret d'une trentaine d'années, connu pour sa rigueur. J'ai analysé les performances des équipages, dit-il, projetant un graphique. Les conflits internes et le manque de diversité dans les équipes réduisent l'efficacité opérationnelle de 15% sur nos vols long courriers. Cette culture toxique nuit à nos résultats. La salle est sous le choc, les murmures s'intensifiant. Soudain, Claire Dubois, la mère d'Antoine et membre du conseil, se lève, furieuse. « C'est une chasse aux sorcières. Madame Moreau, vous outrepassez votre autorité. Le conseil ne tolérera pas cette mise en scène. » Élodie la fixe calmement. « Madame Dubois, je suis dans mon droit. Mon contrat me donne l'autorité d'agir sur les questions affectant l'expérience client et les relations avec les employés. Ce que j'ai vu hier relève précisément de cela. » À cet instant, Walter Lévy, assis à mi-chemin de la table, prend la parole. « J'étais sur ce vol, déclare-t-il, sa voix grave imposant le silence. J'ai été témoin du traitement infligé à Madame Moreau et à moi-même. Ce n'est pas un incident isolé, mais un symptôme d'un problème plus profond. En tant qu'actionnaire et membre du conseil, je soutiens Madame Moreau. » Sa déclaration fait l'effet d'une bombe. Claire, rouge de colère, rétorque. « Vous mettez en danger l'avenir de cette compagnie avec vos accusations irresponsables. J'exige un vote de défiance contre vous, Madame Moreau. » Élodie, imperturbable, sort un document de son attaché-case et le fait circuler. Voici la nouvelle politique anti-discrimination d'Étoile d'Azur, effective immédiatement. Elle inclut des lignes directrices claires pour le service client, une tolérance zéro pour les comportements discriminatoires et un processus transparent pour les plaintes qui ne permettra plus de les enterrer. Antoine, de plus en plus pâle, tente de protester. « Vous ne pouvez pas, il y a des procédures syndicales. » Élodie le coupe net. « Rien dans les contrats syndicaux ne protège les comportements discriminatoires, Monsieur Dubois. Au contraire, le syndicat des hôtesses et stewards réclame des politiques plus strictes depuis des années. » Philippe, furieux, frappe la table. « Vous passez une journée à jouer les espionnes et vous pensez tout comprendre de notre fonctionnement? Vous allez détruire tout ce que nous avons bâti. » Élodie le regarde droit dans les yeux. « Ce que vous avez bâti, Monsieur Beaumont, c'est une culture où des employés comme Antoine se sentent libres d'humilier des passagers en fonction de leur apparence, où les plaintes sont ignorées, où l'on discute de qui appartient à la première classe comme si c'était un club privé. » Elle marque une pause, laissant ses mots peser dans l'air. À compter de ce moment, Antoine Dubois et Philippe Beaumont sont suspendus en attendant une enquête complète. Le département des ressources humaines mènera des entretiens avec les employés actuels et anciens pour établir l'ampleur des problèmes. Si les conclusions justifient un licenciement, c'est ce qui arrivera. La salle explose en un chaos de voix. Certains cadres se lèvent, protestant, d'autres hochent la tête en signe d'approbation. Antoine, livide, murmure. « Vous étiez... » Élodie le fixe. « Oui, Monsieur Dubois. J'étais la femme sur laquelle vous avez renversé du jus d'orange. La femme dont vous avez ri avec vos collègues. La femme que vous avez jugée indigne de la première classe. Et je suis aussi celle qui vient de suspendre votre emploi. » Claire Hordel crie. « C'est une vendetta personnelle. Vous utilisez votre position pour régler vos comptes. » Walter intervient, calme mais ferme. « Le conseil a donné à Madame Moreau l'autorité d'agir sur les questions d'expérience client. Elle est dans son droit. » Philippe, rouge de rage, rétorque. « J'ai des alliés au conseil, Madame Moreau. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. » Alors que la sécurité escorte Antoine et Philippe hors de la salle, Élodie reprend sa place en bout de table, son ton passant à une note plus collaborative. « Maintenant, parlons de comment transformer Étoile d'Azur en une compagnie où chaque passager se sent valorisé et chaque employé peut s'épanouir.
Les cadres restants, encore sous le choc, se rassoient lentement. Élodie sait que la bataille ne fait que commencer. Claire Dubois, avec ses connexions au Conseil, représente une menace sérieuse. Des courriels anonymes critiquant ses actions commencent déjà à circuler. Mais en regardant Walter Lévy et Camille Lefebvre, elle voit des alliés prêts à se battre pour le changement. Elle pense à son père, à sa promesse de diriger une compagnie aérienne. « Regarde-moi, papa », murmure-t-elle intérieurement. Le combat ne fait que commencer. 6 mois après le scandale du jus d'orange qui a secoué Étoile d'Azur, Élodie Moreau se tient dans la zone d'embarquement du terminal 2B de l'aéroport Charles de Gaulle, observant avec une satisfaction contenue les préparatifs du vol 1157, le même trajet Paris-Los Angeles qui a tout déclenché. Cette fois, pas de déguisement, pas de pseudonyme. Son tailleur bleu marine, orné de l'insigne ailé d'étoiles d'azur épinglé sur son revers, proclame son statut de PDG. Ses cheveux bouclés sont tirés en un chignon élégant, et son regard, toujours perçant, scrute les interactions entre le personnel et les passagers. Ce qui était autrefois un théâtre de discrimination subtile est devenu une scène de professionnalisme égalitaire. Les agents d'embarquement saluent chaque voyageur avec une chaleur uniforme. Les hôtesses assistent les familles et les personnes âgées avec une attention équitable, et les règles sur les bagages sont appliquées sans distinction. Élodie, installée en siège 3A, le même où elle fut humiliée par Antoine Dubois, ressent un mélange de fierté et de vigilance. Les changements qu'elle a initiés ont porté leurs fruits, mais elle sait que transformer une culture d'entreprise est une œuvre de longue haleine, un marathon plutôt qu'un sprint. Ce vol, qu'elle effectue dans le cadre de sa nouvelle pratique de leadership par immersion, une inspection surprise bimestrielle pour rester connectée à l'expérience des passagers, est une preuve tangible que l'Étoile d'Azur commence à briller d'un nouvel éclat, mais aussi un rappel que chaque progrès doit être défendu avec ténacité. L'embarquement commence, et Élodie observe une agente d'embarquement, une jeune femme nommée Sophie Garnier, accueillir chaque passager avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, monsieur, madame », dit-elle, son ton invariable qu'il s'agisse d'un homme d'affaires en costume ou d'une famille avec des enfants turbulents. Lorsqu'Élodie présente son billet, Sophie, reconnaissant son nom, s'illumine. « Madame Moreau, c'est un honneur de vous accueillir. Nous sommes prêts à embarquer selon la procédure habituelle. » Élodie hoche la tête. « Respectez le processus standard, Sophie. Aujourd'hui, je suis juste une passagère. » En montant dans l'avion, un Boeing 747 Dreamliner, elle est accueillie par Devon Leclerc, un steward d'origine sénégalaise au port militaire et au sourire chaleureux. « Bienvenue à bord, Madame Moreau, » dit-il, sa voix empreinte de respect. « Je suis Devon, steward principal pour ce vol. » Élodie serre sa main, notant son assurance tranquille. « Enchanté, Devon. Nouvelle recrue ?» Il acquiesce. « 6 mois la semaine prochaine. J'ai intégré la première vague de recrutement après les changements. » Élodie sourit, comprenant le sous-entendu. « Nous avons de la chance de vous avoir. » Alors qu'elle s'installe en 3A, Devon lui apporte une bouteille d'eau sans qu'elle ait à la demander. « C'est un honneur de servir sur votre vol, » murmure-t-il. « J'ai postulé 3 fois avant les nouvelles politiques. On ne m'a jamais rappelé, malgré 10 ans d'expérience dans l'armée de l'air. » Élodie hoche la tête, touchée par cette confidence. Les réformes n'ont pas seulement modifié des procédures, elles ont ouvert des portes à des talents jusque-là exclus. Le vol décolle, et Élodie observe la cabine avec un regard aiguisé. Les interactions entre l'équipage et les passagers sont fluides, égalitaires. Une hôtesse aide une femme âgée à ranger son bagage, tandis qu'un steward répond patiemment aux questions d'un passager visiblement nerveux. C'est un contraste saisissant avec le vol d'il y a 6 mois, où Antoine Dubois distribuait son attention selon des critères implicites de race et de statut. Élodie pense aux 6 mois tumultueux qui ont suivi ce jour fatidique. La confrontation explosive dans la salle de réunion de la Défense a marqué un tournant, mais ce n'était que le début. Philippe Beaumont, l'ancien directeur du service client, a tenté un procès pour licenciement abusif, mais il l'a abandonné lorsque d'anciens collègues ont fourni des preuves accablantes de sa complicité dans l'étouffement de plaintes pour discrimination. Antoine Dubois, après avoir accepté une indemnité de départ, travaille désormais dans une compagnie low cost,
Son rêve de carrière dans le service premium réduit à néant. Claire Dubois, la mère d'Antoine et membre influente du conseil, a finalement démissionné après avoir échoué à rallier assez de voix pour un vote de défiance contre Élodie. Ces départs ont laissé des vides, mais aussi des opportunités pour reconstruire. Au siège d'Étoile d'Azur, les progrès sont mesurables. Camille Lefebvre, la jeune hôtesse qui a eu le courage de dénoncer Antoine, dirige désormais le département de défense des passagers, une entité créée par Élodie pour traiter les plaintes avec transparence. Camille, rencontrée par Élodie dans son bureau temporaire à Los Angeles après la réunion explosive, entre avec une pile de dossiers. « Nous avons reçu plus de 250 plaintes depuis l'annonce des réformes », explique-t-elle, son ton mêlant fatigue et détermination. Beaucoup de passagers n'avaient jamais signalé d'incidence auparavant, persuadés que personne n'écouterait. Élodie, en tailleur gris-perle, hoche la tête. Et maintenant, ils savent qu'on les écoute. C'est un début. Les données confirment cette avancée. La satisfaction des passagers de couleur a augmenté de 15%, les plaintes pour discrimination ont diminué de 12%, et le taux de démission parmi les employés a chuté de 8%, signe d'un moral en hausse. Le cours de l'action, après une chute initiale de 3% suite au scandale, a grimpé au-dessus des moyennes du secteur, les analystes saluant le leadership audacieux d'Élodie. Pourtant, les défis persistent. Des courriels anonymes critiquant les nouvelles politiques circulent encore parmi certains employés, et un petit groupe de cadres fidèles à Philippe tente de saboter discrètement les réformes. Sur les réseaux sociaux, des trolls attaquent Élodie personnellement, remettant en cause ses compétences et l'accusant d'exploiter la carte de la race pour avancer. Élodie, habituée à naviguer dans des eaux hostiles, reste inébranlable. Lors d'une réunion quotidienne avec son équipe de direction, Julien Martin, l'ingénieur promu directeur des opérations, présente un rapport. Nous avons réduit les retards de 10% sur les vols long courriers grâce à une meilleure coordination des équipages, explique-t-il, ses lunettes cerclées d'acier reflétant la lumière. La diversité dans les équipes améliore la collaboration. Élodie approuve, notant l'impact tangible des changements. Julien, un allié inattendu depuis la réunion explosive, a prouvé sa valeur en alignant les opérations sur la nouvelle vision de l'entreprise. Une nouvelle figure émerge dans cette transformation. Aïcha Benali, une hôtesse de 28 ans d'origine algérienne, recrutée dans la première vague post-réforme. Lors d'une pause café au centre de formation d'Étoile d'Azur, Aïcha partage son histoire avec Élodie. « J'ai postulé 4 fois avant d'être acceptée », confie-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. « On me disait que je n'avais pas le profil. Maintenant, je sens que j'ai ma place. » Élodie, touchée, reconnaît en Aïcha le reflet de son propre parcours, un rappel de pourquoi elle se bat. « Vous êtes exactement ce dont cette compagnie a besoin, » répond-elle, sa voix empreinte de sincérité. Aïcha sourit, puis ajoute « J'ai entendu parler du programme de formation pour pilote que vous envisagez. Si c'est vrai, je veux en être. » Élodie, surprise, acquiesce. Ce programme, financé en partie par Walter Lévy, vise à former des pilotes issus de groupes sous-représentés, notamment des femmes et des personnes de couleur. C'est une idée qu'Élodie a développée après avoir découvert, dans les archives de l'entreprise, des rapports sur l'exclusion systématique de ces groupes des carrières techniques. Walter Lévy, fidèle allié, entre dans le bureau d'Élodie cet après-midi-là avec une nouvelle cruciale. « Le Conseil a annulé le vote de défiance », annonce-t-il, un sourire discret aux lèvres. « Henderson et Blackwell, les alliés de Claire, se sont retirés. Votre stratégie fonctionne. » Élodie exhale, un poids se levant de ses épaules. « Ce n'est pas encore la victoire, dit-elle. » Walter acquiesce. « Non, mais c'est un tournant. J'ai aussi des candidats pour les postes vacants. Une ancienne administratrice de la DGAC pour la conformité, un vétéran de l'industrie pour les opérations et une experte en expérience client du secteur hôtelier. Tous des profils de couleur, tous respectés. Leur arrivée envoie un message clair au Conseil. Merci. Élodie approuve, appréciant la finesse stratégique de Walter. Organiser les entretiens immédiatement. À 17h, Élodie s'adresse à l'ensemble des employés via une vidéoconférence mondiale.
Des milliers de personnes, de Paris à Tokyo, écoutent alors qu'elle expose les progrès réalisés. Étoile d'Azur traverse une transformation, commence-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité calme. Pendant trop longtemps, nous avons toléré une culture qui marginalisait certains passagers et employés. Cela change maintenant. Elle détaille la nouvelle politique anti-discrimination, insiste sur la confidentialité des signalements et promet des enquêtes impartiales. Certains diront que c'est une exagération, d'autres que c'est tardif. Ce qui compte, c'est que nous avançons ensemble, avec respect pour chaque passager et chaque collègue. Les messages de soutien affluent dans le chat de la vidéoconférence, des employés de tous niveaux exprimant leur soulagement. Une bagagiste écrit « Enfin, quelqu'un qui écoute ». Un pilote ajoute « Merci de nous donner une compagnie dont on peut être fier ». Ce soir-là, de retour à son hôtel parisien, Élodie reçoit un appel de sa mère, Fatima, depuis leur maison familiale à Marseille. « Je t'ai vu sur BFM Business », dit Fatima sans préambule, sa voix mêlant fierté et inquiétude. « Tu as l'air épuisée, ma fille. » Élodie sourit. « Merci, maman. » Toujours aussi directe. Fatima insiste. « Ce combat, Élodie, il est juste, mais prends soin de toi. Ton père serait si fier, mais il te dirait de ne pas tout porter seul. » Élodie sent une boule dans sa gorge au souvenir de son père, Hassan, qui lui a appris à se battre pour l'équité tout en restant stratégique. « Je sais, maman, mais certaines choses ne peuvent pas attendre. » Alors que le vol 1157 atteint son altitude de croisière, Élodie ouvre son ordinateur portable pour examiner les dernières données clients. Les chiffres racontent une histoire de renouveau. Une augmentation des réservations sur les routes clés, une baisse des absences pour maladie parmi les employés et une couverture médiatique de plus en plus positive. Aviation Magazine a publié un article intitulé « Étoile d'Azur, une nouvelle ère sous le leadership d'Élodie Moreau ». Mais un moment attire son attention dans la cabine. Une passagère, une femme d'une quarantaine d'années en tenue discrète mais élégante, observe l'équipage avec une attention particulière. Élodie reconnaît Catherine Legrand, la nouvelle PDG d'une compagnie concurrente. Leurs regards se croisent et Élodie esquisse un sourire. Catherine, visiblement en mission d'inspection secrète, imite sans le savoir le pari audacieux d'Élodie. L'ironie n'échappe pas à Élodie. Ce qui a commencé comme une humiliation personnelle a déclenché une onde de choc dans l'industrie, forçant les dirigeants à confronter leurs propres pratiques. Devon réapparaît avec le chariot de boisson. « Du jus d'orange, Madame Moreau ?» demande-t-il avec un clin d'œil, conscient de l'histoire légendaire du scandale. Élodie rit, un son léger qui relâche la tension. « Je vais m'en tenir à l'eau, merci. » Alors que le vol continue vers Los Angeles, Élodie pense à son père, à sa promesse d'enfant de diriger une compagnie aérienne. Le chemin a été plus ardu qu'elle ne l'avait imaginé, semé d'embûches et d'ennemis puissants. Mais en regardant l'équipage diversifié servir une clientèle tout aussi variée avec respect, elle ressent une profonde satisfaction. Étoile d'Azur devient la compagnie qu'elle a toujours rêvé de diriger, un modèle d'excellence et d'équité. Quelque part, elle est certaine que son père regarde, un sourire de fierté illuminant son visage. La transformation a commencé, mais Élodie sait que chaque pas doit être consolidé. Le ciel est clair devant elle, mais elle reste vigilante, prête à guider l'étoile vers de nouveaux horizons. L'histoire d'Élodie Moreau, dans le scandale du jus d'orange, est bien plus qu'un récit de confrontation et de réforme. C'est une ode à la résilience, au courage et à la quête de justice dans un monde où les apparences trompent souvent. En tant que Française, je suis profondément touchée par la manière dont Élodie, enracinée dans une culture qui valorise l'élégance et la retenue, transforme une humiliation personnelle en une révolution systémique. Son parcours résonne avec l'idéal français de liberté, égalité, fraternité, mais aussi avec une réalité universelle. Le combat contre l'injustice demande une audace qui transcende les conventions sociales. Élodie incarne cette audace en choisissant de ne pas se taire face à la discrimination,
mais d'agir avec une intelligence stratégique, mêlant émotion et raison, comme un chef d'orchestre harmonisant une symphonie complexe. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont Élodie transforme une expérience douloureuse, être jugée pour son apparence, en une force motrice pour le changement. En France, où les discussions sur la diversité peuvent parfois être délicates, son histoire nous rappelle que reconnaître les inégalités n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Elle nous enseigne qu'un leader véritable n'est pas celui qui évite les conflits, mais celui qui les affronte avec dignité, armé de faits et d'une vision claire. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon m'inspire à ne pas ignorer les petites injustices que je pourrais observer, que ce soit au travail ou dans les interactions sociales. Parler, même lorsque c'est inconfortable, peut être le premier pas vers un changement significatif. Une autre leçon précieuse est la patience stratégique d'Élodie. Transformer une culture d'entreprise ne se fait pas en un jour, et son engagement à long terme, des formations aux nouvelles embauches, montre que le vrai changement exige persévérance et collaboration. Dans ma propre vie, cela me pousse à adopter une approche réfléchie face aux défis. Plutôt que de chercher des solutions immédiates, je peux construire des alliances, comme Élodie l'a fait avec Camille et Walter, et travailler méthodiquement vers mes objectifs. Enfin, l'histoire souligne l'importance de l'empathie. En se mettant à la place des passagers, Élodie comprend leur vécu. Cela m'encourage à écouter activement les autres, à comprendre leurs perspectives, surtout lorsqu'elles diffèrent des miennes. Si l'histoire d'Élodie vous a inspiré, montrez-le en cliquant sur le bouton J'aime pour partager ce message d'espoir et de justice. Partagez cette vidéo avec vos proches ou collègues qui ont besoin d'un rappel. Une seule personne peut changer les choses. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits puissants sur le courage et la transformation. Et vous, quelle injustice avez-vous observé? Et comment pourriez-vous agir? Laissez un commentaire ci-dessous pour rejoindre notre communauté de conteurs qui croient en un monde plus juste. Merci de nous avoir regardés, et n'oubliez pas, le changement commence par un pas audacieux, et ce pas pourrait être le vôtre.